L'assistance est toute accrochée à vous et brûle d'envie de vous écouter. Je vous donne la parole pour 8 minutes. Et merci. J'allais chuter. J'allais dire que l'ordre du discours aujourd'hui doit vous obliger à tenir dans votre temps 8 minutes et à nous dire l'essentiel de votre pensée, l'essentiel de votre développement dans le cadre de ce projet d'article. Vous avez la parole. Merci, monsieur le modérateur, de nous passer la parole. Permettez-moi de sacrifier pendant une trentaine de secondes à quelques civilités d'usage en remerciant monsieur le professeur Mbalaouna, le doyen de la faculté de l'université de Bertois, ainsi que tous ses collaborateurs, et à vous, monsieur le modérateur, qui est, je vais trahir un secret, qui est quand même peur pour moi, parce que je dois ma carrière d'enseignant un peu au professeur Ngonzo, parce qu'il me souvient que pendant la rédaction de mon mémoire, j'étais bloqué dans la définition des termes clés. J'ai écrit sur les situations d'exclusivité. Et la seule personne, à cette époque, dans tout le paysage universitaire, qui détenait l'ouvrage, c'était le professeur Minkwa, Adolphe Minkwaché. Et ce n'était pas très facile de l'aborder. C'est le professeur Ngonzo, à l'époque, qui avait facilité l'acquisition de cet ouvrage, qui m'a permis de terminer mon mémoire. Je suis heureux d'avoir servi. Et c'est notre mission de servir. Lorsque j'ai fini de le dire, je veux dire que le choix du sujet, ce sujet m'est venu à l'esprit pendant mes séances de travaux dirigées au premier semestre aux étudiants niveau 1, lorsque nous abordions les droits de la personnalité, et même aussi l'intro général au droit, lorsque nous abordions les droits de la personnalité, qui voudrait que l'image ne puisse pas faire l'objet de commerce juridique. Et certainement l'affaire à laquelle vous faisiez allusion était certainement, sauf erreur de ma part, la très célèbre Dame Yomba Madeleine. Et le droit à l'image, parce qu'on écrit droit sur l'image, le droit à l'image qui est un droit de la personnalité, contre les vaccins du Cameroun, ne peut être défendu qu'en cas de violation. Selon la nature, pour rester collé au thème, la nature de ce droit, elle n'aurait pas de valeur pécuniaire propre. Or, dans la pratique, on constate de plus en plus des contrats qui portent sur l'image. On a donc voulu s'interroger sur la question de savoir est-ce que le droit à l'image d'une personne, parce qu'il faut pouvoir distinguer le droit à l'image des biens à qui on reconnaît une valeur économique, en droit des biens, du droit à l'image d'une personne. On s'est donc posé la question de savoir si ce droit-là pouvait faire l'objet d'un contrat. L'intérêt de la question, elle est double. Sur un plan théorique, notre sujet pourrait contribuer à remettre la summa division de la classification de droit qui consiste à classer les droits patrimoniaux d'un côté et les droits extra-patrimoniaux d'un autre côté. Si un intérêt pratique, alors qu'il n'y a pas encore eu une évolution de la législation civiliste, il y a eu une législation fiscale qui décide de faire des contrats sur l'image une assiette de l'impôt. Pour répondre à notre question de recherche, nous avons mobilisé la méthodologie de la casuistique et de l'exégèse des textes. Et pour donc répondre à notre question comme hypothèse de recherche, nous avons dit que le droit à l'image peut être l'objet possible d'un contrat, lequel contrat est fortement marqué par l'intuitu personnel. Donc, dans la première articulation de notre réflexion, il y a deux sous-idées qui portent sur la démonstration s'articule à démontrer en quoi l'image peut faire l'objet d'un contrat et le contenu de prestations contractuelles. S'agissant de la première idée, on sait en substance, à partir des articles 1598 du Code civil et 1128 du Code civil, qu'il n'y a que les objets qui sont dans le commerce qui peuvent faire
l'objet d'une convention. Nous ne manquerons pas d'ajouter à cela l'influence judéo-chrétienne avec la fameuse affaire de Jacob et son frère qui avait vendu ses droits de naissance en disant à son frère: à quoi cela va-t-il me servir quand je vais mourir? Donc, parce que la doctrine juridique traditionnelle pensait que accorder une valeur pécuniaire au droit de la personnalité viendrait à chosifier l'homme. On a estimé que les droits de la personnalité devaient rester hors du commerce juridique. Sauf qu'on note une des évolutions qui nous vient du côté de la Cour de cassation française, où la Cour de cassation française, dans la première chambre civile de la Cour de cassation française, dans un arrêt rendu le 11 décembre 2008, reconnaît que les droits à l'image peuvent faire l'objet d'un contrat et donc reconnaît une valeur pécuniaire au droit à l'image. Sauf que par rapport aux droits patrimoniaux, cette commercialité du droit à l'image, elle est limitée parce qu'on ne peut pas transférer son image. Donc le titulaire du droit à l'image va juste accorder un droit de jouissance temporaire. Et comme toute convention, cette convention-là doit respecter l'ordre public. Donc par exemple, au nom de cette commercialité, quelqu'un ne pourrait pas prêter son image pour la promotion des films adultes. Ce qui nous amène maintenant à la deuxième articulation de notre réflexion, le contrat sur l'image d'une personne, un contrat intuitu personae. L'intuitu personae s'appréhende d'abord par le fait que c'est la caractérisation du contrat sur l'image et elle a une portée. La caractérisation, c'est que l'image doit être exécutée, le contrat doit être exécuté personnellement. Et maintenant, sur la portée, il faut distinguer la portée inter partes et la portée à l'égard des tiers. On a abordé plusieurs questions, mais je pourrais sortir les questions les plus fondamentales. C'était le sort du contrat sur l'image au moment du décès du titulaire de l'image. Il y a eu une célèbre affaire en France, la fameuse affaire des bougies Love It or Burn It, qui portait l'effigie du chanteur Michael Jackson, qui avait été fabriquée par une société française. Et il y a une compagnie, la société Universal Music France, venant au droit de la société Bravado International Group Merchant Service, qui va réclamer à cette société-là de lui reverser les sommes qu'elle a perçues, motif pris de ce qu'ils avaient des droits sur l'image de Michael Jackson. Et le juge, encore une fois, va décider que le droit sur l'image de la personne s'éteint au décès de l'artiste. Donc, elle ne peut plus agir à son nom. Sauf qu'il y a un nouveau aussi facteur de complication qui se pose, et je grignote juste une minute, c'est la fameuse histoire de sosie numérique. Si les auditeurs dans la salle ont eu le temps de regarder Too Fast and Furious, il y a un épisode où, pendant le tournage, il y a un acteur qui était mort. Et on a donc utilisé des simulations pour utiliser son image et continuer le film. Et ça s'est passé même dans le film Les Gladiateurs. La question dont on se pose de savoir, est-ce que les ayants droit de ces personnes-là peuvent revendiquer que des droits leur sont reversés? Cela va donc dépendre si le contrat avait été signé avant ou alors si au moment de son décès, il n'avait pas encore eu à signer le contrat. En conclusion, donc, pour ne pas abuser de votre gentillesse, monsieur le modérateur, l'analyse nous a permis de révéler que le droit à l'image d'une personne était devenu un droit mixte qui, en fonction des circonstances, pouvait être considéré soit comme un droit de la personnalité ou alors un droit extra-patrimonial, et ce qui peut nous amener à reconsidérer la nature de la distinction, de la subdivision
droits patrimoniaux et droits extra-patrimoniaux. Merci pour votre aimable attention. Merci beaucoup, Dr Zam, pour votre brillant exposé qui nous ouvre des perspectives nouvelles sur la manipulation de l'image. Vous travaillez sur l'image de la personne en vous posant la question, peut-elle faire l'objet d'un contrat autrement